Bonjour. Donc après avoir fait l'introduction par le biais de la théorie générale, les définitions, et la comment du pourquoi du développement des règles de droit, on a eu l'occasion d'aborder donc développer le droit public dans sa version internationale et sa version nationale. On arrive maintenant au chapitre du droit privé. Dans le droit privé, on a eu l'occasion de dire que le droit civil chapeaute en fait tous les corpus de droit privé. Le droit civil, au Maroc on l'appelle le droit, le doc, le daher, des obligations et des contrats. C'est la même chose, c'est la même signification. Et donc on a abordé le premier chapitre ou le deuxième sur le droit public d'une façon descriptive. Là, on va changer d'approche et aller voir le contenu pour démontrer comment le droit positif organise notre vie d'un bout à l'autre, de la naissance jusqu'à la mort. Toutes les activités qui sont incluses dans cette période. Mieux, le droit positif organise notre arrivée au monde, c'est-à-dire avant même la naissance. C'est sa façon de se préoccuper du fœtus, de l'enfant encore dans le ventre de sa mère. Et donc, on va avoir d'un côté les acteurs du droit, comment ils sont identifiés, comment ils sont pris en charge par le droit positif. Et après, si on a le temps, mais peut-être qu'on laissera les objets du droit, notre version du chapitre, les objets du droit privé, pour une autre fois, et que vous aurez de toute façon, vous devez le lire, le chapitre, parce que vous allez retrouver les objets du droit dans les éléments que vous allez voir, soit dans le droit commercial, soit dans le droit des affaires. Il faut les lire pour savoir de quoi on parle, de quoi vous allez parler par la suite. Donc, on souligne que le droit public organise le droit privé, puisque c'est lui qui en organise les instances. Mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est un corps à part, organisé par ses instances et ses droits et ses obligations. Autre chose, donc, le droit civil au Maroc, le droit des obligations et des contrats, chapeaute un ensemble de droits, des corpus, des codes qui dérivent du droit civil. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il établit les règles de base, mais il est lent dans son exécution. Il est lent dans sa mise en œuvre, parce qu'il touche à tout. Et souvent, quand on voit au tribunal pour quelque chose qui relève du droit civil, ça prend quelquefois des mois et quelquefois des années pour avoir l'aboutissement. Et l'évolution de la vie sociale et économique ne peut pas attendre, ne peut pas se fier à un corpus de droit aussi rigide et aussi long. De ce fait, les autres codes de droit qui sont développés à partir des règles de droit civil ne sont en fait que des adaptations plus rapides dans leur mise en œuvre, dans leur procédure et dans leur jugement, parce que la vie elle-même exige des réponses rapides dans tous les domaines pratiquement, y compris dans le droit commercial, dans le commerce, quand on fait commerce de produits périssables. On ne peut pas attendre un an pour avoir une décision. Il faut solutionner le problème dans la journée ou dans les 24 heures. Et ainsi aussi pour les droits des assurances, le droit des affaires, le droit bancaire. Donc, les principes de base, ce sont les principes de droit civil, mais on a essayé d'alléger
et les procédures et les principes qui sont attachés à tel ou tel corpus pour que là, le jugement soit plus facile, plus rapide, parce que c'est une exigence de la vie économique. Donc, il chapeaute les autres, le droit civil chapeaute, le droit commercial, le droit des affaires, le droit des sciences, parce qu'il se réfère à lui dans les principes. Mais leur procédure est plus rapide. Et même, par exemple, dans le droit commercial, la prescription est beaucoup plus rapide, parce qu'il faut agir vite. Il ne faut pas attendre que les affaires s'accumulent. Et donc, par principe, on va expliquer et parler des acteurs. Comme je l'ai dit, il y a une partie qui concerne les acteurs du droit, les acteurs juridiques, et une autre qui est attachée aux objets, c'est-à-dire sur quoi se joue, se développe, organise le droit positif. Mais vous d'étudier cette partie et on se contentera des acteurs. Mais comme je l'ai dit, il faut le lire pour le savoir, pour ne pas être surpris, et pour savoir de quoi on parle quand vous aurez à étudier le droit des affaires, le droit commercial et les autres corpus. Donc les acteurs, ils sont deux. Ce sont les acteurs juridiques, sont les personnalités par le droit à nouer des relations qui créent des droits ou des obligations. Une première catégorie est dite naturelle, par référence à l'homme. C'est ce qu'on appelle la personne physique. Toute personne qui se présente à vous, qu'on peut rencontrer et avec lequel on peut être lié par des contrats, des engagements. La deuxième est la catégorie constituée d'être artificielle. Autrement dit, elle est constituée par les hommes, mais elle acquiert une personnalité morale et de ce fait, elle est artificielle. Mais elle a aussi sa présence dans la vie de tous les jours. Elle s'impose à nous. Et on discute avec elle, on négocie avec elle. Ce sont les sociétés. Et toutes les autres. On a eu l'occasion de parler des personnalités morales publiques. Là, on est en train d'évoquer la personnalité morale privée. Autrement dit, c'est une personne juridique qui a l'habilité de nouer des relations, de vendre et d'acheter. Mais elle représente d'autres personnes physiques. Mais elle est autonome, indépendante des personnes physiques qui l'ont constituée. C'est comme les organisations internationales dont on a parlé, mais là, ce sont des organisations de droit privé. Premièrement, les principes de la personnalité physique. Elles sont deux, en fait. L'un organise la naissance et la vie de l'individu. Le second se préoccupe de la mort de la personne physique. La règle est que l'être humain acquiert son statut dès la rupture du cordon ombilical. L'importance de la date du jour, voire de l'heure de l'art, se révélera au fur et à mesure après. Le législateur a néanmoins formulé une judicieuse exception à ce principe. Elle concerne le fœtus. C'est-à-dire que si à partir de la naissance seulement, la personne physique, dans la règle générale, est considérée comme une personne, donc il a droit à un héritage par exemple, eh bien, le fœtus aussi, c'est une exception. Le fœtus dans le ventre de sa mère, il est pris en considération par le droit, par la justice, dans ses droits, chaque fois qu'il s'agit de droits, pas des obligations. En effet, l'enfant dans le ventre de sa mère est considéré par le droit positif comme déjà né, chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ceci est dit une présomption irréfragable. Autrement dit, c'est-à-dire on ne peut pas la discuter. On ne peut pas dire, ah, il est dans le ventre de sa mère, mais il sera comme ça ou il ne sera pas, il sera tel ou tel. Non. Il est dans le ventre de sa mère, on considère qu'il est déjà né dès qu'il s'agit de ses droits.
Autrement dit, s'il y a un héritage, eh bien on attendra. On va faire une provision de sa part, on va la mettre de côté et attendre qu'il soit né. Mais on prend sa part comme s'il était né, alors qu'il n'est pas encore né. Et ça, c'est très important. Irréfragable, ça veut dire qu'on ne discute pas. Le droit ne permet pas de le discuter. Il faut attendre la naissance du bébé. On ne peut pas dire peut-être qu'il est mort. Non, non. Il faut attendre. Mais cette règle ne joue que sur les intérêts financiers. Il est utile pour l'assurance en cas d'accident des parents, par exemple. Et elle ne remet pas en cause non plus les possibilités de l'avortement telles qu'elles sont organisées par la loi au profit de la mère. C'est-à-dire dans la majorité des règles, des corpus de droit positif prévoit 2 mois, par exemple, où la mère elle a le droit de choisir de garder l'enfant ou pas. Donc à ce moment-là, il n'est pas encore pris en charge par le droit positif. Et même plus tard, si le développement de l'enfant met la vie de la mère en cause, risque de tuer la mère, on peut faire l'avortement. Mais seulement, c'est une obligation, c'est-à-dire médicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. C'est soit la mère avorte ou elle meurt. Dans ce cas, on peut remettre en cause le droit des fœtus. Mais sans ces éléments, il a sa présence et il a droit à ce qui lui revient, par exemple, d'un héritage ou des indemnités versées par une assurance en cas d'accident ou autre. Pour ce qui est de la personne juridique, elle prend effet à l'instant du décès. La fin, plutôt, de la personne juridique, elle prend effet à l'instant du décès. En conséquence de quoi, les droits et les obligations se transmettent sur le champ aux héritiers. Le moment du décès peut se révéler aussi important que le moment de la naissance, parce qu'il décide de la succession et de l'ordre successoral dans les cas où il y a un titre social ou politique en jeu et quand la succession, l'héritage va à l'aîné, comme souvent dans le droit des pays anglo-saxons, quand le système garde les privilèges sociaux, c'est-à-dire l'organisation politique se réfère à une organisation sociale où il y a des titres en jeu, comme les titres du duc ou du marquis ou de la marquise et la duchesse. À ce moment-là, c'est très important quand il y a par exemple des jumeaux ou des jumelles, qui est né le premier. C'est pareil aussi pour l'héritage, question de succession dans les monarchies, les familles royales, qui est le premier et à qui revient le titre. Le moment venu, donc c'est très important, la naissance, même des jumeaux, c'est lui qui est sorti le premier, c'est lui qui sortira par la suite. 2 exceptions sont prises en compte par le droit et par la loi. C'est l'absence et la disparition. L'absence, c'est le cas de la personne dont on ignore le sort. C'est une personne, par exemple, qui est partie en voyage ou qui est juste sortie de la maison et n'est plus jamais revenue. Les ayants droit doivent saisir le juge afin qu'il prononce une déclaration d'absence. C'est-à-dire qu'une personne qui ne revient pas au bout de quelques jours, il faut aller voir le juge et faire une déclaration d'absence. Comme ça, ils peuvent se préoccuper et s'occuper des intérêts de cet individu, homme ou femme. Donc cette déclaration faite, le juge désigne un représentant qui exerce les droits et les obligations de l'absent pour une durée de 10 ans, en général. C'est-à-dire que l'absent, on considère qu'il est vivant. Seulement, il faut désigner, la justice désigne quelqu'un pour s'occuper de ses droits et ses obligations, gérer la vie en son absence pendant 10 ans. C'est au bout de ces 10 ans, la personne n'est pas apparue, seulement, et à partir de cette date seulement, qu'on peut agir comme s'il était mort.
on peut avoir à ce moment-là une déclaration de la mort de l'individu. Ce délai passé, donc l'absent est présumé mort par la loi. Et sa succession se transmet normalement. Si la personne réapparaît après cette date et que la succession, c'est-à-dire l'héritage, a été partagé, ses biens ont été partagés par ses membres, par ses héritiers, ben s'il apparaît ou il réapparaît, il a droit au reste. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, avant 10 ans, personne ne peut toucher à ses biens. Ils sont gérés sous le contrôle de la justice. Mais après 10 ans, ils peuvent diviser ou faire partager ses biens, les héritiers, bien sûr. Et s'il réapparaît, il a le droit au reste, ce qui reste de ce qu'il a légué, de ce qu'il a laissé derrière. Il ne peut pas réclamer aux autres ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont consommé, ce qu'ils ont utilisé. Non, parce qu'il n'a pas le droit, il s'est absenté assez longtemps pour qu'il ne puisse pas réclamer ce qu'il a été dilapidé ou investi, ou l'investissement c'est autre chose, utilisé par les autres ou consommé par les héritiers. Parce qu'ils avaient droit, après 10 ans, d'avoir leur part de l'héritage, comme s'il était décédé. L'autre élément, exception, c'est la disparition. Donc l'absence, c'est quelqu'un qui sort et qui ne revient pas. Et on ne sait pas, on n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. On n'a même pas un faisceau d'éléments qui permettent de dire qu'il est vivant sûrement ou qu'il est mort sûrement. Donc rien. À ce moment, on dit qu'il est seulement absent. La disparition, c'est le contraire. C'est quand quelqu'un, on est sûr qu'il est mort, pratiquement sûr qu'il est mort, mais on n'a pas non plus le corps pour être sûr suffisamment, légalement, de sa mort. C'est ça la différence. Un avion qui tombe, qui se crache, un bateau qui coule, un tremblement de terre, des inondations, il peut y avoir, il y a toujours malheureusement des disparus. C'est-à-dire qu'on dit que dans les conditions dans lesquelles il était la personne, elle ne pouvait pas vous avoir survécu. On est sûr et certain que personne n'a survécu, ou les personnes qui ont survécu, ils sont là, et les autres, ils sont considérés disparus. Et donc, là, ce n'est pas comme l'absent. Là, on n'a pas le corps pour attester de la mort, mais la justice, le juge peut déclarer la personne disparue morte, parce qu'il n'y a aucun élément qui signifierait ou qui laisserait penser que cette personne est quelque part vivante. Quand un bateau coule au milieu de l'océan, on ne peut pas dire qu'il a trouvé une île et qu'il attend qu'on vienne le chercher. C'est l'océan, il est disparu, mais on n'est pas sûr, on ne peut pas être sûr et certain parce que le corps, il y aura toujours la possibilité qu'un bateau est passé par là, un bateau de pêcheur, qu'il l'a ramassé et qu'il ne pouvait pas faire demi-tour, qu'il l'a emmené quelque part et que plus tard il y reviendra. C'est pareil. Dans les catastrophes naturelles, il y a des individus qui perdent la tête ou la mémoire et qui réapparaissent longtemps après avoir vagabondé des mois ou des années, ils retrouvent leur mémoire et ils reviennent. Ben, c'est la loi, c'est le droit qui organise ces situations. Donc le disparu ou la disparition, elle concerne les cas où il n'y a pas de doute sur la mort de la personne, mais il n'y a pas de cadavre non plus pour attester la mort. Seul le juge donc peut déclarer le décès alors. Seul le juge peut déclarer le décès. Et c'est seul le juge qui peut annuler cette déclaration de la mort s'il constate à un moment donné ou à un autre dans le futur que la personne est bien réellement est vivante, est bien vivante, et il l'a rétablie dans ses droits. Mais attention, le disparu, une fois qu'on a cette déclaration de disparition, l'héritage est partagé par les héritiers. Et s'il réapparaît, il n'a pas le droit de réclamer ce qu'ils ont utilisé. Il peut, comme l'absent, récupérer les restes, mais il ne peut pas exiger des autres de lui rendre ou de lui donner ce qu'ils ont pris
Bien sûr, sauf ce qui demeure. Une maison, elle ne bouge pas. Un immeuble ne bouge pas. Un champ, il ne bouge pas. Mais l'argent, et même la maison, si elle a été vendue par l'héritier ou les héritiers, il peut réclamer ce qui reste de l'argent, pas de la maison, ou la somme entière de la personne, de la maison. Donc ce sont deux exceptions sur l'organisation de la vie de l'individu, des individus. La vie de la naissance jusqu'à la mort, avec ces deux exceptions, l'absence et la disparition, parce que dans les deux cas, la certitude n'y est pas. Après, on va voir les attributs de la personne physique tels qu'elles sont organisées par le droit, qui permettent d'identifier les individus, de situer les individus dans la société. Ce sont des choses ou des éléments avec lesquels on naît et on ne leur donne pas d'importance, mais on découvre au fur et à mesure que c'est très important. Afin que le droit donc joue pleinement son rôle, il faut que ces sujets soient identifiables de manière sûre et certaine, de manière définitive. Pour cela, le droit a établi 3 éléments de spécification: le nom, le domicile et l'état civil. Le nom de la personne est protégé par la loi. Et dans tous les éléments constitutifs, donc il bénéficie de la protection de la loi. Il est important parce que synonyme de la personne physique. De ce fait, le droit permet de le défendre aussi bien contre les détracteurs que contre les usurpateurs et empêcher son utilisation de manière malveillante ou délictueuse. Autrement dit, je ne peux pas me présenter avec le nom de quelqu'un et faire des affaires ou prendre des engagements au nom de quelqu'un. C'est interdit par le droit. Et c'est pareil, je ne peux pas me moquer du nom de quelqu'un. Je ne peux pas l'utiliser à des fins autres, illégales, insulter d'autres personnes avec le nom d'une autre personne. Non, je n'ai pas le droit, et donc celui qui le fait est susceptible d'être sanctionné par le droit, parce que le droit protège le nom. Le mien, le vôtre, celui-là, et chacun. C'est pareil, c'est la même protection, et concerne le nom commercial, c'est-à-dire une entreprise, une association, n'importe quelle organisation, elle a besoin, elle a l'obligation d'avoir un nom, et son nom, qu'elle soit commerciale, à but commercial, donc lucratif, ou social, ou politique, on ne peut pas s'en moquer, l'utiliser à son insu. C'est illégal. Donc il est protégé. Le nom désigne aussi à la fois le nom de famille, le prénom et quelquefois le surnom. Et les 3 éléments sont protégés par la loi. Le nom, le prénom et le surnom. Le surnom, il est protégé par la loi quand il est légalement déclaré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des copains, des copines qui ont des surnoms. Juste comme ça dans la vie sociale, comme ça à la faculté ou dans l'amphi. Ce n'est pas un surnom protégé par la loi. Parce qu'il y a que quelques initiés, quelques amis qui l'utilisent, que ce soit d'une façon positive, parce que négative, c'est une insulte, c'est une atteinte à la personne réprimandée par le droit. Donc, le surnom, il faut qu'il soit déclaré. Et ça concerne qui? Ça concerne les artistes, les chanteurs, les sociétés. Ils ont un nom, un prénom, mais ils préfèrent avoir un nom artiste, c'est-à-dire qu'il agit sur la scène du spectacle, par exemple, avec un autre nom. Il a le droit de choisir un nom, quel qu'il soit, un surnom, plus, c'est-à-dire en plus. Et donc, il faut distinguer le nom, c'est-à-dire souvent parce que la personne, pour avoir une vie tranquille, elle garde son nom et son prénom, normal. Mais dans la vie publique, vis-à-vis du public, elle utilise un nom déclaré. C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, embaucher, recevoir de l'argent
mais avec le nom de l'artiste, son nom d'artiste. Et elle va faire des contrats, signer des contrats avec son nom d'artiste. Donc c'est le surnom. Et elle laisse de côté le nom, le vrai nom, le nom d'origine et le prénom d'origine. Et quelquefois, ils le font par discrétion. C'est-à-dire celui dont on ne connaît pas le visage, il peut se balader dans le monde entier sans qu'on sache que c'est un acteur très connu ou c'est un chanteur très connu, et surtout dans d'autres domaines où on ne véhicule pas les visages des personnes. À ce moment-là, avec le surnom, on ne saura jamais. Par exemple, il y a des auteurs, des écrivains, on ne sait jamais leur vrai nom et ils se baladent dans le monde entier sans que les gens, à part quelques initiés, savent que c'est lui ou c'est l'auteur de tel livre ou tel livre dont tout le monde parle, par exemple. Où les médias en parlent, mais il est au milieu des gens, il regarde et on ne le dérange pas. Donc, vous savez que les journalistes, quelquefois, ils sont toujours en train de courir derrière les vedettes. Eh bien, celui qui a un nom, un surnom, un nom, c'est-à-dire commercial, d'artiste, et un autre nom, quand il utilise l'autre, c'est celui qui n'est pas initié, celui qui ne connaît pas l'origine, il passe à côté. Le premier donc est important, c'est-à-dire le nom, parce qu'il spécifie une famille. Vous dites, Monsieur Qadiri, c'est la famille Qadiri. Donc il faut rajouter, vous désignez une famille, un groupe, ou même un groupe de familles. Il faudra après, pour désigner la personne, chercher le prénom. Qadiri Mohamed, donc c'est, vous spécifiez Mohamed au sein de la famille Qadiri. C'est ça la spécification. Donc le premier est important parce qu'il spécifie une famille. Le second, il permet de distinguer un individu au sein de sa propre famille. Le troisième, le pseudonyme, il n'est important que s'il est reconnu légalement, comme j'ai expliqué. Dans ce cas, il est protégé comme le nom patronymique. Le nom est imprescriptible. Ça veut dire quoi? Il ne se perd pas, même en cas de non-usage prolongé. Il y a des droits qui sont prescriptibles, comme dans les délais, par exemple. Plutôt, c'est les délais qui permettent la prescription. C'est-à-dire que vous avez un droit, si vous ne l'utilisez pas jusqu'à un moment donné, à une période, il tombe. Vous n'avez plus le droit d'utiliser. Vous devez faire un recours devant la justice. Ben, vous avez un délai, en droit administratif par exemple, de 2 mois pour faire le recours, après la décision d'administration. Si, au bout de 2 mois, vous n'avez pas fait, ben, on dit que votre droit est prescrit. Taqadam, taqadoum. Imprescriptible, c'est la ikhda' al-taqadoum. Un nom que vous l'utilisez ou pas, il restera votre nom. Au bout de 20 ans, au bout de 10 ans, au bout de 30 ans, ce sera toujours votre nom. D'autres droits, si vous ne les utilisez pas certaines années, on vous dit, mais vous ne les avez pas réclamés pendant telle ou telle date, et donc vous n'avez plus le droit de les réclamer. Ils sont prescrits. Le nom, donc, il est imprescriptible, il ne tombe pas vis-à-vis de la loi. Il est protégé par la loi tout le temps. Il est indisponible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre et l'acheter. Je m'appelle Ben Yahya, et ben, quelqu'un ne peut pas me dire, est-ce que vous voulez me vendre votre nom parce que ça marche très bien dans les affaires ou parce que c'est très connu. Non. Vous vous appelez comme vous vous appelez, le nom de vos parents. Et basta. Vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas l'acheter. Je ne peux pas vendre mon nom à quelqu'un et je ne peux pas acheter le nom de quelqu'un d'autre. Il est immuable en principe, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Si on écrit le nom avec un seul G ou 2 G, il ne changera pas, sauf décision de la justice. Sauf décision de la justice. C'est-à-dire que si je juge que dans mon nom il y a une erreur,
qui a été fait à la base, initialement, quand je suis né, parce que l'agent de l'état civil ne maîtrisait pas la langue ou avait mal compris, et il avait rajouté quelque chose ou diminué quelque chose qui me gêne dans le nom, ben je peux demander au tribunal de corriger le nom. Mais la correction, c'est tout. Il est immuable, le nom, il ne change pas. Sauf dans les conditions établies par le droit, justement. Donc celui qui a, par exemple, et ça arrive, plus qu'on ne le croit, qui découvre en grandissant qu'il a un nom qui attire la moquerie des jeunes, par exemple, à l'école et au lycée. Tout le monde se moque parce qu'il a un nom qui s'appelle la vache, qui s'appelle le bœuf, et tout le monde s'en moque. Ben, il a le droit. Une fois majeur, il peut aller voir la justice, il dit que mes parents ils vivaient dans la campagne, ça gênait personne. Moi, je suis en ville, je travaille, et tout le monde me rigole après. La vache, le bœuf. Je veux changer de nom. Et à ce moment-là, la justice peut lui accorder l'autorisation de changer de nom. Et donc, il va proposer le nom qu'il va changer. Et on va l'inscrire dans le registre de l'état civil, tout en laissant la référence à l'ancien nom. Il n'utilisera que le nouveau nom, mais s'il y a un problème, on saura que M. X, il s'appelait M. Y auparavant. Donc, ce n'est pas parce que j'ai commis des délits avec le nom, avec mon nom, que je vais aller dire à la justice que mon nom ne me plaît pas, je veux changer de nom, et ça y est, j'échappe par exemple au fisc, aux impôts que je dois payer. Non, c'est pas. À partir du moment qu'on fait une enquête, on va chercher dans le registre, on saura que M. X, il s'appelait déjà M. Y. Et donc, c'est M. Y qui doit de l'argent à l'administration, ben, tout ce qu'il doit se transmet à M. X. Ce que devait M. Y, M. X, il le doit. Parce que c'est lui, c'est le même. Donc, le nom, il est imprescriptible, il ne tombe pas parce qu'on ne l'a pas utilisé. Je suis dans la montagne. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon nom, d'envoyer des courriers ou de recevoir des courriers. J'ai besoin de rien, je n'écris même pas. Ça sera toujours mon nom. Comme je dis, parce qu'il y a des droits que si je ne les utilise pas, ils tombent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au bout de quelques années, on me dit, mais vous n'avez plus le droit. Vous ne l'avez pas utilisé. Ben, le nom, non, il reste. Il est indisponible, c'est-à-dire qu'il n'est pas objet de commerce. On ne peut pas le vendre ou l'acheter. Ce n'est pas parce qu'il y a un nom d'une grande famille qui me plaît que je peux leur dire, je vous paye et vous me donnez votre nom. Non. Et il est immuable par principe, sauf pour les exceptions établies par le droit lui-même. Comme je l'ai dit, si un nom gêne une personne ou lui crée des désagréments vis-à-vis des personnes, ses collègues, il peut demander à la justice de changer de nom, il justifie, c'est-à-dire le juge, il saura. Dès qu'il voit le nom, il saura que cette personne a le droit de changer de nom. Mais comme je l'ai dit, on archive l'ancien et le prénom et le nouveau pour qu'on sache, en cas de conflit, en cas de problème, que M. X et M. Y auparavant. Et donc, ce qu'il devait à l'administration, par exemple, il les doit toujours. Donc, après le nom et le prénom, le pseudonyme, il vient après le domicile. Et c'est aussi important. Vous avez par exemple au Maroc l'attestation de domicile, c'est-à-dire dans toute démarche administrative, on vous demande l'attestation où est-ce que vous habitez. Donc si le nom, il vous désigne, et le prénom, le domicile, il vous situe géographiquement. On doit savoir où vous êtes situé géographiquement. Et ça s'attache à des droits et des obligations. On vient vous chercher, on vient soit pour vos droits, soit pour vos obligations. Il faut qu'on sache où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous pouvez être. Donc la loi lui attache des conséquences juridiques très importantes. Il situe l'individu dans la société par rapport à la communauté et par rapport à ses intérêts financiers et ses obligations. Il situe l'exercice de certains droits comme le vote. Il détermine la juridiction territoriale compétente pour connaître certains litiges. Parce que pour voter, il faut avoir l'adresse, et dans l'adresse, vous allez savoir dans
sur quelle circonscription vous allez voter, quel bureau de vote quel bureau de vote vous devez adresser. Et c'est pareil, si vous allez en justice, on vous demandera où est-ce que vous habitez et on vous dira que le tribunal compétent, c'est de tel quartier, c'est celui qui est le plus proche pour vous. Vous ne pouvez pas aller à un autre tribunal ou dans une autre ville, non. Il faut que vous restez liés à votre adresse dans tout ce qui vous concerne, les droits et les obligations. Vous remarquerez aussi que pour les étudiants, habiter à Oujda, ce n'est pas comme habiter à Berkane. Et habiter à Berkane, ou plutôt comme Berkane, comme Saïdia, comme Nador, c'est pareil. Ne serait-ce que par la bourse. Est-ce que vous aurez droit à une bourse ou pas, selon est-ce que vous habitez dans la ville universitaire ou est-ce que vous êtes en dehors de la ville universitaire. Et pareil pour la cité universitaire, c'est-à-dire pour avoir une chambre dans la cité universitaire, vous ne pouvez pas habiter à côté et demander une chambre dans la cité. Il faut habiter ailleurs, plus loin. Dans ce cas, pour vous faciliter l'accès à l'éducation, à l'enseignement, on vous donne une chambre dans la cité. Et donc, vous êtes prioritaire quand vous avez une adresse, un domicile, loin du lieu de l'enseignement. C'est toute l'importance. Donc, la loi distingue 3 catégories de domicile. Le domicile légal d'origine, c'est-à-dire là où vous êtes installé pour de vrai, pour de bon, à la base. Et puis le domicile dérivé légal, ça c'est les personnes en fonction qui se déplacent. C'est-à-dire un fonctionnaire qui est par exemple, qui travaille au JDA, et il a une mission pour 1 an ou 2 ans ailleurs. Ben, il va déclarer cette nouvelle adresse qu'on va lui donner, à Marrakech ou à Casa ou à Rabat. Mais ça sera un domicile dérivé légal. C'est-à-dire qu'on va utiliser, même pour la justice, pour l'administration, comme un domicile second. C'est important, mais on sait qu'à la base, il habitait à Oujda, et maintenant, vu sa fonction, il habite dans un domicile dérivé, légal, désigné par le droit. Le domicile dérivé volontaire, c'est quand il ne concerne pas des engagements donnés avec l'État ou avec les gens. C'est-à-dire que toute personne a le droit de changer d'adresse et même la liberté de ne pas déclarer sa nouvelle adresse, mais à condition qu'il reste le domicile légal d'origine. Un étudiant, par exemple, il habite à Nador, il a son adresse sur la carte nationale de Nador, il arrive à Oujda. Il peut déclarer son domicile à Oujda, sa domiciliation à Oujda, et ça sera un dérivé légal, parce qu'il va utiliser l'adresse de Oujda. Mais il peut garder le domicile légal d'origine et changer, c'est-à-dire habiter à Oujda, à la cité, puis dans un quartier plus loin, puis changer l'année suivante, changer de quartier. C'est sa liberté de mouvement. Il est garanti par la Constitution. Il ne peut pas, parce qu'il a changé d'adresse, changer tous ses papiers, son passeport, sa carte nationale, pour se situer. Non. L'État, l'administration doivent savoir où le situer juridiquement, et c'est son domicile légal d'origine. Donc les courriers vont arriver dans son domicile légal d'origine. Mais lui, il a toute la liberté d'agir. Et c'est ce qu'on appelle le domicile dérivé de volontaire. Le simple changement d'adresse. Je change, mais je ne suis pas obligé de déclarer à la préfecture, à l'administration, que j'ai changé. L'année dernière, j'habitais là, et l'année prochaine, j'ai habité ailleurs. Et il faut changer les papiers, il faut changer le passeport. Non. Il suffit d'avoir le domicile légal d'origine, et après, les autres sont dérivés. Le premier, il est lié à la fonction ou à un déplacement, comme les études, par exemple. Donc, c'est un dérivé légal. Légalement, il peut déclarer l'habitat à Oujda, mais il est occasionnel, ce n'est pas pour toujours. Et aussi, vu la liberté de mouvement des individus, il peut tout simplement garder le domicile d'origine, l'adresse d'origine légale,
et se mouvoir, bouger, selon sa propre volonté, son choix. Il est libre de le faire. Dans les pays, c'est-à-dire dans certains pays, la majorité des pays, ils imposent aux étrangers quand ils ont une carte de séjour. Ils ne l'imposent pas aux ressortissants nationaux. Ils l'imposent aux étrangers. Quand ils changent de domicile, ils lui disent qu'il faut déclarer le changement de domicile. Parce que c'est important pour le contrôle de la population, de l'immigration et ceci. On dit que vous habitez là, quand vous voulez aller ailleurs, il faut nous faire une déclaration. Et dans certains pays, il n'y a pas besoin de refaire toute la paperasse. Il suffit que là, par exemple, le commissariat ou l'administration, la mairie, fasse sur un papier la nouvelle adresse, qui colle un autocollant et le rajoute sur la pièce de carte de séjour. Comme quoi, mais on le fait sur l'informatique, que cette personne n'habite plus telle ville, mais elle habite dans l'autre ville. Et ça empêche aussi, ça facilite les contrôles au niveau des prestations sociales, pour plein de choses. Mais, c'est-à-dire, il y a des voix qui se lèvent pour redonner, même aux immigrés, c'est-à-dire aux personnes, des ressortissants étrangers, cette liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'il déclare une fois pour toutes une adresse et après il peut changer de sa adresse. Mais volontairement, selon sa guise, et la diffère du point de vue des administrations. Il y a qui peuvent faire confiance et laisser les personnes se mouvoir et d'autres qui te diront non. Celui-là qui habite chez ses parents ou qui habitait chez ses parents ou qui a une maison qui lui appartient, on sait où s'il s'en va à Marrakech ou à Agadir, il y aura toujours un attachement à cette adresse. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour lui faire parvenir ses lettres et ses contacts, ses correspondances. Un étranger qui débarque, s'il change d'adresse, on n'est pas sûr que le domicile légal d'origine, parce qu'il c'était une location, qu'il va le garder. Et donc, il va disparaître au sein de la société. Et ça touche un peu, plus ou moins. Crainte des États et des administrations sur le contrôle des individus. Donc, ça s'oppose entre la liberté de mouvement instituée par les constitutions et la volonté de s'assurer de la sécurité et de s'assurer du contrôle des étrangers sur son territoire. L'état des personnes. Donc on a vu le nom, est-ce qu'il s'attache au nom, et le domicile, il reste l'état des personnes. L'état des personnes, c'est ce qu'on appelle Halal Madaniya, tout simplement. Il est question de l'état civil ici. La loi a fixé des paramètres pour dénommer une personne et d'autres pour la situer géographiquement. Pour dénommer, c'est le nom. Pour la situer géographiquement, on l'a dit, c'est le domicile. À la fin, après, elle développe l'identification des individus par l'état civil, l'opération d'individualisation. Elle développe l'opération d'individualisation, c'est-à-dire qu'on connaît l'individu par son nom, par son adresse, son prénom et son adresse, et maintenant on va rentrer dans sa situation. Sa situation, ça veut dire quoi? Ben, est-ce qu'il est marié, ou est-ce qu'il est divorcé, ou est-ce qu'il ne s'est jamais marié, il est célibataire? Ce sont des éléments importants, ça, pour l'administration de le savoir. S'il est marié, est-ce qu'il a des enfants ou pas? S'il a des enfants, combien? À quel âge? C'est très important pour les prestations sociales, pour les indemnités, pour le mouvement du fonctionnaire ou de l'employé, sa liberté d'agir, et ainsi de suite. Donc, car l'état civil nous renseigne donc sur la date de naissance de la personne, ce qui nous permet de savoir si elle est mineure ou majeure. C'est aussi grâce à quoi que l'on sait si elle est marocaine ou pas, si elle est mariée ou célibataire. Donc tous ces éléments rentrent dans le droit civil, dans l'état civil. Celui qui est né au Maroc, il est supposé être un Marocain. Celui qui est majeur, on sait qu'il a le droit d'agir avec liberté, de signer, de prendre des engagements, d'acquérir des droits.
C'est les mineurs, non. Il faut contrôler ses accès, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer dans les débits de boissons alcoolisées, il ne peut pas s'inscrire n'importe où, il faut la présence d'un parent, et ainsi de suite. Donc c'est tout l'enjeu de l'état civil, comme on a dit, qui affine, précise l'opération d'individualisation. C'est-à-dire on connaît la personne, on connaît son domicile, maintenant on connaît sa personne, ses engagements, et ses engagements possibles. Et évidemment, chaque qualité crée des droits et des obligations différents vis-à-vis de la loi. Le statut des personnes mariées n'est pas celui des célibataires. Ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas la même chose. Comme rien que les impôts dans les pays occidentaux, par exemple, pour quelqu'un qui gagne, je vous donne l'exemple de 1 500 € ou 2 000 €, s'il est célibataire, il va payer les impôts à 100%. S'il est marié et sa femme ne travaille pas, il va payer la moitié des impôts qu'il doit. S'il a des enfants, il va payer encore moins. S'il a un enfant, il va payer encore moins d'impôts. Et il aura droit à des aides. S'il a plus de 2 enfants et son salaire est toujours de 2 000 ou 2 500 €, il ne paiera même pas d'impôts. Et il aura le droit à des aides. Et une personne célibataire, quand elle demande un logement social, on va lui dire, vous êtes célibataire, vous pouvez vous débrouiller. Le plus urgent, c'est les familles qui ont des enfants. Et on commence par les familles qui ont un plus grand nombre d'enfants. Et après, on regarde les familles qui ont un nombre restreint d'enfants, un enfant ou 2. Et après seulement, on voit les personnes mariées. Et seulement après, on va chercher le célibataire. Au point qu'on dit, par exemple, dans ces pays, que les célibataires travaillent pour les gens mariés et les familles nombreuses, parce que c'est eux qui payent le plus d'impôts. Et c'est les autres qui payent moins d'impôts ou pas du tout d'impôts et qui reçoivent en plus l'aide de l'État, les prestations sociales. Donc ça vous donne une idée de l'importance de l'état civil. Donc le statut des personnes mariées n'est pas celui des célibataires et ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. Puis il y a les effets sur le droit successoral, c'est-à-dire l'héritage. Et en cas de divorce, dans l'état civil, quand on saura qui sont les personnes qui ont divorcé, un couple divorcé, c'est l'autorité parentale qui se met en jeu, qui va garder les enfants, le droit de garde, à quel moment l'un garde, à quel moment l'autre il peut le voir. La pension alimentaire, qui va la payer, ça veut dire c'est pas tout de suite, c'est pas toujours l'homme qui paye la pension alimentaire. Si l'homme ne travaille pas et c'est la femme qui travaille, ce sont des choses qui arrivent dans les pays occidentaux. Et même maintenant dans des pays, les autres pays. Et donc c'est la femme qui devra payer la pension alimentaire, si c'est le père qui garde les enfants. Donc seul le statut social, en principe, n'a aucune incidence sur l'état civil. Le statut social, si vous êtes enseignant, vous êtes enseignant. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes fonctionnaire. Si vous êtes employé, vous êtes employé. Si vous êtes commerçant, vous êtes commerçant. On ne le dira pas. Ça n'a pas d'importance sur l'affichage de l'état civil. Quand on voit l'état civil, on ne cherche pas tout de suite et ça n'a pas d'incidence. Les caractéristiques juridiques de l'état civil sont légèrement différentes de celles du nom. En effet, tous deux sont indisponibles. C'est comme le nom. On dit indisponible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre et l'acheter. Ils ne peuvent être obligés de commerce. Ça veut dire quoi? La situation d'état civil, obligé de commerce, ça vous rappelle quoi? On ne peut pas vendre et acheter le mariage, par exemple. C'est-à-dire que le mariage blanc, ce qu'on appelle le mariage blanc, se marier juste pour arriver à quelque chose, pas pour le mariage lui-même, juste pour arriver, pour avoir une carte de séjour, pour avoir un droit quelconque, c'est illicite, c'est réprimandé par la loi. Si une administration acquiert la certitude, la preuve que vous avez fait un mariage blanc, donc vous avez obtenu de l'argent pour faire un mariage avec une personne
qui va avoir des droits comme la carte séjour ou autre, c'est répréhensible par la loi. C'est interdit. Donc il ne peut pas être objet de commerce. Vous vous mariez pour de vrai ou vous ne vous mariez pas. Vous faites un contrat de commerce, il est illégal, et si on a la preuve que vous l'avez fait pour de l'argent, vous risquez une sanction grave. Donc il est imprescriptible, autrement dit, deux personnes mariées, ils resteront mariés, même s'ils vivent séparément. Même si pour des raisons ou d'une autre, le mari reste dans une ville et la femme est dans une autre ville, tant qu'ils ne sont pas allés en justice pour demander le divorce et que le divorce n'a pas été prononcé, ils resteront mariés. C'est-à-dire quoi, dans les faits? C'est-à-dire que l'un et l'autre restent solidaires financièrement et pour le soutien physique et moral vis-à-vis de la loi. Parce que c'est ça le mariage. C'est une solidarité entre deux personnes. Et bien, tant que le divorce n'est pas prononcé, les personnes séparées physiquement, s'ils sont mariés, restent mariés. Tant que le divorce n'a pas été prononcé par la justice. C'est ça. Ça veut dire imprescriptif, c'est-à-dire que le fait, vous êtes mariés, vous allez partir séparément, et tant que l'un des deux parties ne va pas en justice et demander le divorce, vous restez mariés. Et donc l'un hérite de l'autre, l'un doit soutenir l'autre, s'il a les moyens de le faire, vis-à-vis de la loi, il le doit. C'est une nécessité. Et donc, pour se libérer de l'individu, l'un de l'autre, il faut vraiment demander le divorce et acquérir ce divorce. Il faut que le divorce soit prononcé. Donc, deux personnes mariées, le reste vis-à-vis de la loi, même si elles vivent séparément, tant que le divorce n'a pas été prononcé. Et si l'État ne se perd pas, c'est-à-dire l'État civil, la situation de l'État civil, c'est qu'il est impossible d'acquérir celui d'un autre. Donc il ne se perd pas. Si vous êtes célibataire, tant que vous n'avez pas changé par la loi votre situation, par la loi, c'est-à-dire vous n'avez pas contracté un mariage, signé un mariage, vous resterez célibataire. Si vous avez contracté un mariage, vous êtes marié, vous resterez marié tant que vous n'avez pas divorcé. Donc il ne se perd pas dans cette situation, ce n'est pas le fait du temps qu'il se perd. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu votre femme ou vous n'avez pas vu votre mari pendant 20 ans ou 30 ans que vous êtes divorcé. Non, il faut que ce soit la justice qui le prononce, à la demande d'une personne ou des deux personnes. Donc il ne s'acquiert pas, il ne se perd pas et, contrairement au nom, il est muable. Comme je viens de dire, il est muable parce que le célibataire peut devenir marié. Et le marié peut divorcer et redevenir célibataire. Donc il est muable, il change. La situation de l'état civil change. Vous êtes célibataire, vous êtes une personne seule, vous avez des enfants, donc vous avez passé d'une personne seule à une personne père de parents, donc responsable, vous avez une responsabilité parentale, et ainsi de suite. Il évolue avec le temps. Donc il est muable. Le nom, on a dit, il est immuable, il ne bouge pas, il ne change pas. La situation de l'état civil, la situation de l'individu change elle. Le célibataire donc d'aujourd'hui sera marié demain, et le mineur deviendra majeur, et il est par contre spécifiquement indivisible. Autrement dit, on ne peut pas être marié et divorcé à la fois. Ce n'est pas possible. Celui qui le fait, quelque part, soit dans le divorce, soit dans le mariage, il a commis quelque chose d'illégal. Donc on ne peut pas dire je suis célibataire, je suis marié. C'est-à-dire vis-à-vis de la loi. Non. Soit vous avez fait une fausse déclaration comme célibataire, soit vous prétendez, vous faites une fausse déclaration pour le mariage. Mais on ne peut pas être les deux. Donc il est exclusif, il est indivisible et exclusif,
c'est-à-dire on ne peut pas situer les deux personnes. On ne peut pas être mineur et majeur à la fois. Non. Soit vous êtes mineur, soit vous êtes majeur. Vous êtes responsable ou pas responsable. Mais vous ne pouvez pas être responsable et irresponsable. Donc c'est ça, la qualité aussi de l'état civil. La preuve de l'état, c'est-à-dire de cette situation de l'individu. Comment on la cherche, comment on la trouve? Eh bien, on la trouve dans le livret de famille de l'état civil. Halal Madaniya. Seul le président de la commune ou son adjoint délégué à l'état civil ont la compétence d'en rédiger un et de fournir ensuite les extraits selon les besoins, les extraits de naissance, l'extrait de la mort, l'extrait de suite l'attestation de la mort d'une personne, et ainsi de suite. C'est à la commune qu'on va demander ça, à l'arrondissement de la commune. Et seul le président ou son délégué peut écrire, rédiger et signer, parce que le livret de famille, il est considéré vrai, juste. Il ne tolère pas le doute, parce que c'est l'administration qui en assure l'autorité. On ne peut pas discuter de ce qui est écrit, sauf, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on peut le contester quelque chose devant la justice, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, votre livret de famille ne me plaît pas, ou je ne crois pas que c'est vrai. Non, à partir du moment qu'il émane de l'administration, l'administration s'en assure. On ne peut pas en douter. Donc ces documents ont une force probante majeure, ça ne se discute pas. C'est-à-dire ils sont considérés authentiques dans leurs moindres détails. L'état civil à force de loi. Vous êtes marié ou célibataire, vous êtes mineur ou majeur, c'est la force de loi, ça ne se discute pas. De ce fait, toute contestation de son contenu devra avoir lieu auprès du tribunal compétent. Seul un jugement peut en modifier les termes, dans un sens ou dans un autre. Mais c'est une opération lourde qu'il faut voir devant les tribunaux. Les problèmes de justice qui peuvent se poser, c'est-à-dire qui arrivent souvent, c'est revendiquer la paternité de quelqu'un. C'est-à-dire que dire que je ne savais pas que tel était mon fils, maintenant je sais, ou ma fille, maintenant je sais, j'ai su pour des éléments que c'est mon fils ou ma fille, et donc je veux qu'elle intègre mon livret de famille. Donc c'est la décision, revient à la justice. C'est l'action en désaveu de paternité aussi. C'est des enfants qui sont maltraités par leurs parents ou pour une raison ou une autre, ils disent que je ne veux pas avoir de lien avec ces gens-là. Ils ne sont pas mes vrais parents. Ou ils sont, le père est ivrogne, ou drogué, ou la mère, et donc l'administration intervient, et sous le contrôle de juge et de la justice, pour désavouer les parents, dire que vous ne pouvez pas être responsable. Vous n'êtes pas responsable. Et donc on ne peut pas vous laisser les enfants, la garde des enfants. Il faudra les protéger de leurs propres parents. Donc tout ça, c'est nos enjeux juridiques et de droit qui se posent sur et à propos de l'état civil. Bien sûr, seuls les tribunaux donc, de grande instance sont compétents dans ces domaines qui sont graves, qui touchent le psychologique, c'est-à-dire l'essentiel même des sentiments des individus. C'est quelque chose de très... comment dirais-je, très sensible. Ça se pose, c'est-à-dire dans tous les pays. Dans tous les pays, les enfants abandonnés, la reconnaissance des enfants après, la recherche des enfants, la lutte pour des parents ou des problèmes qui réclament que je suis le père, vous n'êtes pas le père. Tout ça, c'est un autre monde, c'est-à-dire affreux, mais le droit s'immisce jusque là-dedans. C'est tout droit, même par principe, de gérer ces situations ubuesques, parce que c'est le seul susceptible de le faire, loin de tout sentiment. Il faut
dire le droit comme il se doit. Donc les actions, toutes ces actions sont indisponibles. On ne peut pas les vendre et les acheter. Ils sont imprescriptibles et toutes, surtout personnelles. Donc ils sont indisponibles, on ne vend pas, on n'achète pas ces situations de droit. Ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire si vous les échangez, vous ne changez pas de situation juridique, la situation initiale ne change pas. Au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, si vous êtes célibataire, vous resterez célibataire, sauf si vous avez été marié par un engagement. Donc vous avez changé de situation. Si vous êtes engagé dans un mariage et le fait de se balader, de vivre séparément de la femme, ou la femme vit séparément de l'homme, 20 ans, 30 ans, vis-à-vis de la loi, ils restent mariés tant qu'ils n'ont pas contracté une autre situation juridique, à savoir divorcer. Et il est surtout personnel, c'est-à-dire que seules les personnes concernées peuvent aller en justice pour réclamer quelque chose ou demander quelque chose. Seules les personnes. Je ne peux pas, moi ou vous, intervenir pour quelqu'un d'autre. Non. Seules les personnes concernées. Je agis en mon nom pour mes intérêts, vous agissez en votre nom pour vos intérêts, et les autres ils font de même. Personne n'intervient à la place des nôtres. Sauf pour les mineurs, celui qui n'a pas toute sa capacité. C'est le thème qu'on aborde maintenant. Donc le quatrième élément, le troisième élément, dans la définition, l'identification des individus, on a vu le domicile, le nom, le domicile, l'état civil, pour situer les individus géographiquement et socialement et économiquement, maintenant juridiquement. La capacité, est-ce que c'est une personne, c'est-à-dire qui a la capacité, la reconnaissance juridique d'agir en toute liberté, ou elle ne l'a pas. C'est la différence entre le majeur et le mineur. Le mineur, il n'est pas responsable de tous ses actes, parce qu'il est encore mineur. C'est-à-dire que la loi suppose qu'il ne distingue pas tout à fait le bien et le mal, et donc il faut le protéger. Donc ses parents ou quelqu'un d'autre habilité juridiquement à le représenter, qui agit en son nom et avec lui pour le soutenir, lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Mais c'est son tuteur, celui qui s'en occupe, qui prend les engagements. C'est lui qui est responsable de lui. Donc, elle a la capacité. C'est pas comme disaient certains étudiants, c'est être fort. Non, c'est la reconnaissance juridique de droit que tel individu, il a tous ses moyens mentaux ou mentaux, et il a la liberté d'agir, de vendre et d'acheter, de se marier ou de divorcer. C'est son problème. Celui qui n'a pas la capacité l'ahliya, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un représentant légal. Quelqu'un, soit son père, soit sa mère, soit quelqu'un désigné par la justice ou quelqu'un de sa famille qui le représente vis-à-vis de la loi et de la justice. Et même dans ses affaires, ses relations avec les autres, c'est-à-dire les engagements. Il ne peut pas contracter un contrat, vendre ou acheter des choses importantes sans la présence du tuteur, celui qui le représente, qui l'aide et qui le nomme soit par parenté, soit nommé par la justice. Donc la capacité et l'aptitude à entrer dans la vie juridique et entretenir des relations juridiquement fondées. Elle est de deux sortes. La première est la capacité initiale, dite la capacité de jouissance. Et l'autre, celle-ci, est reconnue à tout et chacun. C'est-à-dire, de la naissance, on a la capacité de jouissance. La capacité, l'autre, c'est une capacité d'exercice. Je jouis la capacité de jouissance, c'est-à-dire qu'à la naissance, j'ai le droit de manger, de boire, d'être chez moi, d'être avec mes parents. Tout ça, ce sont des droits liés à la capacité de jouissance. Même si
mes parents sont absents, ben, la loi, le droit organise ma vie. Et on doit j'ai une pension alimentaire, l'État, l'administration s'en occupe. L'essentiel, j'ai le droit de vivre, de travailler, de manger, de boire et d'habiter quelque part. Ça, c'est la capacité de jouissance. Tout le monde l'a. Même les mineurs, même l'enfant, tout le monde a la capacité de jouissance. Et je peux même bénéficier. C'est-à-dire, on me donne un héritage, j'hérite quelque chose, on va la mettre sur mon crédit. Monsieur X, le jeune X ou l'enfant Y, il hérite de telle somme, on la bloque. Je ne peux pas la dépenser. Je ne peux pas dire, ah, je vais dépenser tant de milliers de dirhams ou d'euros pour acheter ceci ou cela. Non, de moi-même, non. C'est avec le tuteur que je vois ça. C'est lui qui dit oui ou non. Donc, je consomme, je vis, c'est la capacité de jouissance. Chacun l'a, et on acquiert même les droits. Mais on ne peut pas exercer des droits si on n'a pas la majorité, c'est-à-dire qu'on n'est pas majeur. Donc c'est toute la différence. La capacité de jouissance, elle est donc passive. La capacité d'exercice, au contraire, elle est active. On passe de à la capacité d'exercice, c'est-à-dire qu'on est majeur et donc j'ai le droit de vendre et d'acheter mes biens ou d'hériter ou d'agir sur mon héritage, de le vendre ou même de le donner une donation à des associations caritatives. Je fais ce que je veux, dans certaines conditions. Donc il ne peut vendre ou acheter celui qui a la capacité de jouissance et il peut juste vivre convenablement avec ses biens et travailler avec son tuteur ou ses parents s'il a des droits à développer, par exemple. Donc la seconde, c'est la capacité d'exercice. Au contraire, elle suppose les pleins droits. Elle constitue la règle générale pour les personnes majeures. Pour les personnes majeures, mais les personnes majeures qui ont leur tête, qui ont leur capacité mentale entière. Parce que là, il y a quand même des exceptions, une exception. Donc la personne majeure, il est supposé avoir la capacité d'exercice par principe. Vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez avec vos biens, votre argent, vous vous déplacez comme vous voulez, vous voyagez comme vous voulez, vous vous mariez, vous divorcez, vous vendez, vous achetez, personne ne vous dérange. À condition que vous ayez toutes vos capacités mentales. Parce que tous ceux et celles qui sont majeurs n'ont pas leur capacité mentale. Le malade, l'aliéné, le malade mental, l'aliéné, on ne peut pas dire qu'il est majeur et donc il est capable. Non. Lui, c'est une exception. Il garde sa capacité de jouissance, mais il n'acquiert jamais la capacité d'exercice. C'est son représentant légal qui agit en son nom et avec lui, pas tout seul. Donc elle constitue la règle générale pour les personnes majeures, la capacité d'exercice, puisque le majeur, il se posait par la loi, par principe, responsable de ses actes, capable d'agir en son nom propre, céder des droits ou contracter des obligations, vendre ou acheter des biens, tout ça, il a le droit par principe. Mais qui dit droit, qui dit supposé, signifie jusqu'à la preuve du contraire. L'exception à la règle, ici, c'est l'incapacité d'exercice. Ce que je viens d'expliquer, c'est une dérogation, une exception. Seuls les juges en décident dans un sens ou dans un autre. Elle concerne les faibles d'esprit et les aliénés. Dans ces cas, le droit organise l'assistance due aux majeurs incapables. C'est-à-dire soit leurs parents, soit on désigne quelqu'un d'autre de la famille, ou même quelqu'un d'étranger, mais habilité par le droit à s'occuper, à être tuteur d'une personne incapable. Donc c'est lui qui va agir en son nom, dans ses engagements vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, et aussi dans ses droits vis-à-vis de la société et des autres. Donc ça, c'était pour la personne et les éléments qui concernent l'organisation de la vie des personnes physiques. Il nous reste après à voir
ce qu'on avait dit, le deuxième élément, les personnes juridiquement construites, l'ashkhas al-ma'nawiya. Ce sont les personnes morales. Les personnes morales sont des entités juridiques issues de la volonté humaine, c'est-à-dire il n'y a pas de personne morale qui est née de lui-même ou qui est tombée du ciel. Mais les personnes morales, c'est les associations, c'est les sociétés, c'est les États, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les personnes morales qui ont une personnalité morale. Et donc, c'est toujours les individus qui créent. C'est pour ça qu'on appelle souvent, c'est les personnes secondes. Il y a les personnes d'origine, c'est les personnes physiques, et les personnes, après les personnes morales, eh bien, c'est les personnes physiques qui créent les personnes morales. Donc les personnes morales sont des entités juridiques issues de la volonté humaine, la volonté des personnes physiques. C'est le cas d'un parti politique, parce que c'est une association à but politique, d'une association proprement dite, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas au sens politique et dans le développement du politique, mais dans le sens social. Une entreprise ou une organisation internationale. Mais une fois l'assise juridique établie, c'est-à-dire l'adresse territoriale, la personne morale devient autonome et, de ce fait, sujet acteur des relations juridiques. Elle peut acquérir des droits et contracter des obligations, comme on l'avait expliqué dans les organisations internationales. Maintenant, on regarde les organisations au niveau des droits privés, c'est-à-dire les entreprises, les associations. Ils relèvent tous des droits privés. Ce sont les entreprises, les sociétés, et les associations relèvent de droits privés, et donc ils ont la personnalité morale. Ils agissent, c'est-à-dire ce sont des personnes qui constituent le groupe, l'entreprise ou l'association, et après cette association, cette entreprise, elle acquiert sa personnalité propre. Elle a bien sûr des gens, des individus qui agissent en son nom, mais il l'engage elle. Le directeur d'aujourd'hui, s'il n'est pas là demain, on ne peut pas dire que c'est le tel directeur qui a signé tel engagement, et donc moi l'association n'est pas responsable. Non. Les individus bougent, se déplacent, mais l'association ou l'entreprise, elle garde ses engagements et ses obligations, ses droits, elle acquiert ses droits. Donc il y a une continuité, et justement la création même de ces personnes morales était dans le souci de dépasser l'individu physique. De dire qu'un individu physique, par exemple, ne peut pas assumer le contrôle d'une entreprise internationale, d'une grande envergure. Et à sa mort, parce que quand la société est personnelle, avec un nom personnel, il est lié à la personne, avec la mort de la personne, la société perclite. Donc il fallait créer un système qui dépasse l'individu. Je crée la société, je décède dans quelques années, la société elle continue, s'en fout, parce qu'elle a sa personnalité morale. Elle vend, elle achète, elle crée, elle fabrique. Et il y a des PDG, des directeurs qui viennent, qui s'en vont, ils établissent un planning, ils établissent une stratégie, et elle fonctionne comme ça. Elle continue. Les personnes, c'est comme, vous l'expliquez dans d'autres courses, c'est comme un ascenseur ou le tramway ou le train. Les individus, les responsables et les employés, ils montent et ils descendent au fur et à mesure, mais le train, lui, le tramway et le métro, ils continuent sa route. C'est la personne morale, une métaphore de la personne morale. Disons, on peut citer toutes les sociétés qu'on veut, ou les associations, eh bien, elles ne sont pas liées aux personnes. C'est tout l'enjeu de la déclaration de la personne juridique, morale, construite par les individus. C'est qu'elle dépasse dans sa vie, son autonomie, les individus qui l'ont constituée, les individus qui la conduisent, qui la dirigent. Quand ils s'engagent, ils ne s'engagent pas eux, ils engagent la société. Et donc c'est un système de contrôle, le conseil d'administration, le conseil de contrôle au sein d'une entreprise, c'est de contrôler les responsables parce qu'ils s'en vont, ils s'arrêtent. On peut nommer un directeur et faire démissionner un directeur parce qu'il ne répond pas, ou sa politique ne répond pas à la politique ou aux intérêts de l'entreprise ou de l'association. Donc c'est ça l'enjeu. Donc une fois qu'elle est là, qu'elle est créée, eh ben, elle assure ses droits et ses obligations
Les individus la représentent, c'est tout. Ce n'est pas eux. Ça ne colle pas à la personne. Comme je dis, c'est comme un ascenseur. Vous prenez l'ascenseur, vous descendez à un moment donné ou un autre, l'ascenseur continue son travail. Ben, c'est pareil pour les personnes morales. Donc l'utilité de la personne morale, comme je viens de l'expliquer, elle dépasse les limites des individus. Une société liée à une personne, elle périclite avec la personne. Une société morale, non. Elle s'en fout de la personne ou de la famille de la personne. Elle a ses propres organes de décision, ses propres moyens d'action, et elle s'en va, c'est-à-dire elle continue. Les uns montent, les autres descendent, elle continue son bonhomme de chemin. Donc cette notion permet le regroupement de plusieurs, c'est-à-dire dans les sociétés, elle permet le regroupement de plusieurs individus et d'intérêts, de capitaux. C'est ça l'enjeu réel à la base. C'est de dire avec, par exemple, 100 millions de centimes, qu'est-ce que je peux faire? Un petit quelque chose d'une entreprise, une petite entreprise familiale. Mais si on se met à 5 et on regroupe 1 million d'euros, 1 million de dirhams, on peut faire quelque chose de plus grand, produire un peu plus, ou développer notre recherche pour produire quelque chose de plus précis, de plus pointu. Si on se regroupe à 100 et on réunit 1 milliard, ben on peut faire encore plus, et davantage. Donc c'est ça l'enjeu, à la base. Et ça a été une réussite. Donc on regroupe les intérêts pour développer l'entreprise et comme ça elle acquiert ses propres moyens de développement. Et elle dépasse après la volonté des individus, voire elle s'en passe dans l'activité quotidienne. Le présent, comme je l'ai dit, les uns montent, les autres descendent, l'entreprise continue son bon dans le chemin parce qu'elle a sa propre logique qui est dans les documents, le statut de sa constitution, qu'est-ce qu'elle doit faire et pourquoi elle le fait. Ça, elle acquiert sa propre logique et elle se développe. Parce qu'elle autorise la dite société, c'est-à-dire la personnalité morale ou l'association, d'agir en son nom propre, c'est-à-dire en tant qu'entité unique, pas en tant que la représentante de 5 ou 10 personnes ou d'autres, 10 ou 5 sociétés ou 20 sociétés. Et il y en a des entités morales, des sociétés, des entreprises qui représentent, c'est-à-dire qui ont dans leur conseil d'administration, dans leur capital, des intérêts de 20 ou 30 ou 40 autres sociétés. C'est toute la complication. C'est-à-dire on est parti sur quelque chose de simple, mais très utile, et après, on va dans le compliqué, le plus compliqué, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'entité unique, pour exercer l'activité pour laquelle elle a été fondée, dans la plus grande simplicité, l'entreprise, elle ne cherche pas, c'est-à-dire, elle a ça, comme j'ai dit, sa logique, ses objectifs, et elle le poursuit, et elle juge, on apprécie les dirigeants de l'entreprise selon les objectifs atteints et les moyens utilisés pour arriver aux objectifs. Et c'est comme ça, les instances, les conseils au sein de l'entreprise, c'est eux qui décident de la réussite ou de l'échec d'un dirigeant ou des dirigeants ou d'un directoire. Dans un deuxième temps, elle assure donc les relations juridiques d'une grande pérennité. Autrement dit, si je m'engage avec une société ou une association, c'est comme les États. Je suis sûr, je ne vais pas m'inquiéter de la disparition ou de la présence du directeur, M. X, M. Y. Je m'en fous parce que j'ai affaire à l'entreprise, moi, une personnalité morale qui est dans la continuité, pas comme les individus qui sont limités par le temps. Donc, car la notion de personne morale transcende la vie des personnes physiques. Elle va au-delà. Les individus vivent 60 ans, mais ils ont travaillé comme directeur ou PDG pendant 10 ans ou 20 ans. L'entreprise, elle est là depuis un siècle et peut rester encore des siècles. C'est ça la pérennité des relations. Donc la mort d'un actionnaire, voire plusieurs, d'un PDG ou d'un gestionnaire, l'exclusion d'un membre ou son retrait de l'organisation ne change rien, n'affecte rien. En tout cas, n'affecte pas directement la vie de la société ou de l'organisation, ou son activité.
La diversité des personnes morales après. Il y a des personnes morales qui relèvent du droit public, comme on l'avait vu, et d'autres du droit privé. Dans la première catégorie, on retrouve les personnes morales relevant du droit international, comme on l'a expliqué, les États, les organisations. Puis il y a celles du droit public national, les administrations autonomes ou indépendantes, les établissements publics, les collectivités locales. Tout ça, on a l'occasion d'en parler. Le droit privé, donc il n'y a que les sociétés civiles et commerciales qui sont définies souvent parce que ce sont des groupements de personnes qui ont mis des biens en commun en vue d'en tirer bénéfice. C'est ça, c'est la définition de l'entreprise qui a une personnalité morale. C'est-à-dire qu'elle a un but lucratif. Dès le départ, il est assigné. Ça la distingue d'une organisation qu'on appelle l'association. L'association, elle a des engagements, une activité, elle s'organise, elle agit, elle se développe. Et elle a sa personnalité morale, même une personnalité internationale, et elle relève des droits privés. Mais elle n'a pas un but lucratif. Elle peut réaliser des bénéfices, mais elle doit les réinvestir dans son activité. Elle ne doit pas distribuer les bénéfices sur les membres de l'association. La société, elle, si elle réalise des bénéfices, elle a un but lucratif déclaré, connu, et les bénéfices, elle a le droit, même l'obligation, de... Donc la définition légale que nous donne notre américain, ce sont des groupements de personnes qui ont mis des biens en commun. C'est l'important. On veut en tirer bénéfice. C'est-à-dire que dans l'entreprise, elle a un but déclaré, à savoir but lucratif. Elle doit faire des bénéfices et distribuer les bénéfices sur les personnes, les actionnaires. C'est ce qui distingue l'entreprise de l'association. L'association, elle a le droit, elle peut réaliser des bénéfices, ne serait-ce que pour son propre fonctionnement. Et elle peut investir pour se développer, mais elle n'a pas le droit de distribuer les bénéfices sur les adhérents. Non. Donc c'est la distinction. L'entreprise, elle a un but lucratif et elle a l'obligation de distribuer ses bénéfices sur les personnes, les actionnaires. L'association, elle peut réaliser des bénéfices, mais elle n'a pas le droit de les distribuer sur les adhérents ou les membres. Il doit au contraire les investir pour développer son activité. Donc le caractère lucratif est reconnu à l'entreprise et elle doit agir dans ce but. L'association, au contraire, elle ne peut pas, elle peut réaliser des bénéfices, mais elle ne peut pas le distribuer. Donc l'important est que les bénéfices ne doivent pas être distribués entre ses membres dans l'association, qu'ils restent au profit de l'association et son activité dès le départ. Parce que dans la constitution de l'association, dès le départ, on dit à quoi elle va agir, à quoi elle va servir. Ben, tout son argent, toutes ses entrées d'argent doivent aller dans ce but-là, réaliser ses objectifs déclarés. Pas de nouveaux objectifs qui ne sont pas déclarés, des objectifs déclarés devant la loi. Par contre, l'entreprise, non. Elle a ses objectifs économiques, mais l'important, c'est la réalisation des bénéfices, c'est son droit et la distribution de ces bénéfices. Donc la naissance et après et la mort de la personne morale. La disparition de la personne morale peut être normale, liée à la fin de la durée qu'elle s'était fixée ou à la disparition de son objet, c'est-à-dire le but qui justifiait son activité. Donc la personne morale peut disparaître une fois qu'elle a réalisé ce qu'on attendait d'elle. Une association ou même une entreprise, elle peut avoir un objectif déterminé, fini. Quand elle a réalisé cet objectif, ça y est, elle peut disparaître. C'est-à-dire que le but qui justifie son activité, donc c'est lui qui décide de la vie de la personne morale.
mais elle peut aussi être la conséquence d'une décision de justice, une décision de dissolution. Soit parce que le but, l'objet de l'entreprise ou de l'association est illégal ou il est devenu illégal. Donc, ou parce que la fraude d'une association qui profite des bénéfices, dont les bénéfices sont distribués aux membres, ou une entreprise qui fraude le fisc, elle peut être condamnée et même dissoute, surtout quand les activités sont illégales. Donc les motifs dans ce cas se ramènent au comportement illégal parce que irrespectueux de la loi et des statuts. C'est le plus important. Les attributs de la personne morale diffèrent un petit peu des attributs, qui sont les mêmes pratiquement, mais ils ont soit des appellations différentes, soit des qualités différentes. Donc, les éléments de droit constitutifs de la personnalité morale sont la raison sociale, le siège social et l'État. Pardon, ici l'État, ce n'est pas un E majuscule. L'État, avec un E majuscule, c'est Doula. Mais l'état civil, c'est-à-dire ce que j'entends par là, l'état, c'est un E minuscule. C'est l'équivalent de l'état civil. Parce que la raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. C'est pour ça que je dis ça. Ça approche de l'état civil de l'individu. Le siège social, c'est le domicile pour les individus, pour l'entreprise ou les associations. On dit le siège social. Et l'état, c'est les capitaux, mais avec un E minuscule. Donc ils sont l'équivalent du nom, du domicile et l'état civil d'une personne physique, mais dans la personne physique, on a vu des éléments différents. Dans l'entreprise et l'association, c'est surtout pour les entreprises, c'est les capitaux. Donc ils permettent d'identifier chacune, ou le nom permet d'identifier chaque société à part, et le domicile, le siège social de la situer. Où est-ce qu'elle est juridiquement? Il a localisé les décideurs de manière précise. On ne peut pas avoir des sociétés qui n'ont pas d'adresse. Ce n'est pas possible. Parce qu'elles ont des droits et des obligations. Il faut savoir à quelle porte frapper quand il faut soit leur donner leurs droits et surtout quand il faut leur réclamer des obligations. Donc c'est ça, la raison sociale, le siège social et l'État, dans le sens avec un E minuscule. Donc la raison sociale et le nom, elle permet de désigner la personne dans ses relations juridiques et de déterminer ses droits et ses obligations. De ce fait, cette raison sociale est protégée par la loi. Nul ne peut l'utiliser sans le consentement de la personne morale concernée. Et toute atteinte infondée à cette raison donne droit à des poursuites en dommages et intérêts. C'est pour vous dire d'une façon plus simple, le nom de l'entreprise ne peut pas être utilisé par une autre entreprise. Il est protégé par le droit et donc l'entreprise qui peut l'utiliser sans l'accord de la société première initiale peut être condamnée. Et gravement quand l'entreprise est importante. Le siège social, c'est l'adresse, le domicile. Souvent, il est désigné par les statuts de la personne morale. Il constitue alors l'établissement principal. C'est là où l'État, l'administration et les individus s'adressent à l'entreprise, surtout pour les problèmes de droit. Mais le droit reconnaît aux grandes entreprises des domiciles secondaires liés à leur présence ou à la présence de succursales ou de filiales de la société mère dans plusieurs pays. Les multinationales, on ne peut pas s'adresser à son siège social principal en Suisse ou à Genève ou à New York. Les gens du Maroc ou de l'Égypte, ils ne vont pas se plaindre, ils ne vont pas aller jusqu'à là-bas pour s'en plaindre, non. Ces entreprises, ils ont des succursales, des établissements dans chaque pays, ou plusieurs dans les pays,
Et donc, chacun il est concerné par le succursale qui est la plus proche de lui géographiquement. Mais les États aussi, quand ils réclament des impôts, quand ils réclament l'argent des impôts, ils ne vont pas s'adresser à la société mère, ils s'adressent à l'établissement, à la succursale qui existe sur son territoire, parce qu'il ne peut réclamer que l'argent de la succursale, ce qu'elle vend, ce qu'elle réalise comme bénéfice. C'est ça ce qui le concerne, sur son territoire. Ça ne le concerne pas ce qu'il réalise à l'extérieur. Donc c'est une reconnaissance. La loi reconnaît, justement pour faciliter la collecte de l'impôt, les succursales et les filiales des grandes entreprises. Dans tous ces cas, les litiges sont localisés et la compétence territoriale des tribunaux délimitée en conséquence. Donc si la société elle a sa succursale au Maroc, on sait qu'elle doit payer ses impôts au Maroc. Et s'il y a problème, un litige, c'est les tribunaux marocains qui sont concernés. Pas les tribunaux. On ne va pas dire, ah, le siège principal est en Suisse, il faut aller en Suisse. Non, c'est ici même. Et donc, les États incitent les entreprises à avoir des succursales pour les fixer géographiquement, pour avoir un interlocuteur sur place, pardon. Ne pas courir. Et donc, ils les incitent fiscalement souvent pour qu'ils s'installent, qu'ils aient une adresse sur place. Ils leur donnent des avantages qui leur permettent. Parce que il n'y a pas pire qu'une entreprise volatile qui ne fait pas elle passer, mais que ses marchandises, c'est bien, qui ne font que passer. Et donc, impossible d'avoir un interlocuteur, sinon il faut aller chercher la mère, la société mère, le siège principal. L'état d'une personne morale, ben, c'est l'équivalent de l'état civil de l'individu. Mais ce n'est pas la même chose. Et là, c'est pareil. L'état, c'est avec un minuscule, un E, accent minuscule. L'état avec majuscule, j'ai dit, c'est ad-dawla, ou laysa al-hala. Donc, l'état de la personne se limite souvent à déterminer la nationalité de l'entreprise. Et derrière cette simplicité d'expression se cache en fait un problème complexe. Comment appréhender les multinationales? La nationalité, c'est-à-dire des multinationales, une entreprise qui se trouve un peu dans le monde, comment on reconnaît, comme on dit qu'elle est américaine ou française ou britannique? Ben, la jurisprudence fait appel à deux paramètres. La nationalité du siège, c'est-à-dire où est-ce que se situe son siège principal, et la nationalité des capitaux, c'est le plus important. Donc on cherche les deux à se situer dans tel pays et son siège principal, ça c'est une chose. Mais elle peut mettre, une société multinationale, elle peut mettre son siège dans un paradis fiscal, par exemple. Et donc, ce sera difficile de dire qu'elle appartient à tel ou tel. Donc ça, c'est un élément qu'on prend en considération, plus la nationalité des capitaux. Autrement dit, la majorité des capitaux dans cette entreprise appartiennent à qui? À des personnes qui ont une nationalité américaine, française ou britannique. C'est là qu'on va déterminer, c'est avec ces deux éléments et des détails plus subtils qu'on va déterminer la nationalité de l'entreprise. Chose qui est difficile mais accessible pour les spécialistes, les juristes spécialisés dans le domaine. Après, donc, j'avais dit qu'il restera le chapitre des objets de l'action administrative. Cet élément, je vous en fais grâce ce semestre, parce qu'on n'a pas le temps, mais vous devez le lire. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas étudié, donc vous n'allez pas être contrôlé sur ce thème, mais vous devez le lire pour comprendre quand vous attaquerez dans votre domaine, c'est-à-dire l'économie, les droits commerciaux, les éléments essentiels que vous devez connaître dans le droit commercial, les droits d'affaires et ainsi de suite, et la fiscalité. Comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'on veut dire par telle terminologie, par tel terme ou tel terme juridique, qu'est-ce que cela signifie. Je fais grâce aussi, dans la partie qu'on a eu l'occasion de voir, de l'action, le droit administratif. C'est un thème que je développe ailleurs.
Donc ceux qui sont intéressés par le droit administratif, ils peuvent regarder les cours de droit administratif dans les autres semestres du droit en français. Et vous devez essayer de travailler plus les autres éléments sur lesquels vous allez être contrôlé, si Dieu le veut, et si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite de réussir, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci de faire l'effort nécessaire de réussir. Et à la prochaine, si le cœur vous en dit.